C'est l'heure de votre émission Le Monde en 7, dans laquelle nous revenons sur quelques sujets de l'actualité au cours de la semaine. Au menu de cette émission, on ira du côté de la Guinée, où un dialogue a été ouvert par les autorités de la transition, dialogue boudé par les principaux partis d'opposition. Nous parlerons ensuite du Mali, qui a interdit les activités des ONG soutenues par la France, et justement en réponse à la réaction de Paris qui a suspendu son aide publique dit au développement. Nous parlerons en seconde partie du mondial de foot, la fin de la première journée. Est-ce que l'Afrique tient dans cette compétition? Et le dernier sujet, ce sera le Togo. C'est mot du ministre togolais des Affaires étrangères. Oui, le Togo est un pays démocratique. Voilà pour le menu de l'émission de ce 26 novembre 2023. Nos invités, Au Soleil Obekou, député, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir, Au Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de New World TV. Et merci d'être notre invité face à vous. C'est un plaisir. Ashraf Ourosama, il est juriste, homme politique du parti du PDP. Bonsoir Ashraf. Oui, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Je crois que c'est une première pour moi. Je suis un habitué de l'émission Regard Croisé. Et voilà, bonjour également à mon cher aîné, qui est un législateur. Quand on reçoit un parlementaire, c'est-à-dire ceux qui sont censés incarner ou représenter le peuple, c'est toujours un plaisir de discuter avec eux. J'espère qu'on aura un débat quand même assez fructueux, des échanges quand même assez fructueux. Merci beaucoup, je l'espère également. Nous prenons tout de suite la direction de la Guinée. La Guinée où les partis d'opposition sont invités par la transition pour un dialogue. Les autorités guinéennes ont lancé à partir du jeudi 24 novembre le cadre de dialogue interguinéen. Il risque de faire face à de nombreux obstacles car les plus grands partis, comme par exemple le RPG, et alliés, l'ANAD et le FNDC ont décliné l'offre du gouvernement à participer à ce dialogue. Ils estiment que le dialogue n'est ni franc, ni loyal, ni sincère. Aujourd'hui, Au Soleil Obekou, les autorités de la transition en Guinée veulent dialoguer. Avant de parler même de la réaction de refus opposée par les partis d'opposition, ça fait plus d'un an que la transition est en cours. Dialoguer, pourquoi encore? Oui, au fait, le dialogue a pris du retard. Les autorités, soyons francs, les autorités guinéennes devaient le faire depuis, parce que pour rassurer la population, tout le monde savait que à l'avènement de la junte au pouvoir, après le coup d'État contre le professeur Alpha Condé, et presque toute la classe politique était unanime que c'est un coup d'État sanitaire entre guillemets, et il y avait espoir que des réformes, la Guinée devait être encore relancée sur la voie de la démocratie. Mais force a été de constater que, chemin faisant, la junte a quand même multiplié des signes de faiblesse par rapport à ses engagements pris au départ. Et ces signes, c'est par exemple l'emprisonnement des politiques, et la destruction par exemple de la maison de dialogue qui n'a pas beaucoup plu à la classe politique et aux militants de ce dernier. Et aussi, la junte n'a pas donné au fur du temps un gage de confiance pour que la classe politique surtout, quand on dit diriger un pays, c'est la politique d'abord, et c'est la classe politique, et en plus il y a la société civile et les autres composantes de la société, mais on n'a pas rassuré ces composantes-là. Voilà pourquoi les gens boudent ce dialogue. Moi, personnellement, je n'aime pas le boycott, surtout quand il y a dialogue, surtout en politique. Il faut que les gens acceptent aller s'asseoir et se dire les vérités. Donc, lorsqu'on boude le dialogue au départ, quand même, ça pose problème et en politique. Mais bon, les arguments que les partis, vous l'avez dit, les grands partis
d'opposition, et pas des moindres, qui boudent le dialogue, ça veut dire que le dialogue là n'est pas inclusif. Si les partis là, ces grands partis d'opposition ne participent pas à ce dialogue, le dialogue ne peut pas être qualifié d'inclusif. Donc la junte au pouvoir, ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, et ils ont fait un coup d'État à un président démocratiquement élu, ils ont promis de ramener l'ordre constitutionnel, mais jusqu'ici, ils ne donnent pas quand même un signe de normalité de la situation. C'est ce qui ne rassure pas les partis politiques qui boudent ce dialogue-là. Et vraiment, c'est dommage. C'est dommage pour les deux partis et pour la junte et pour les classes politiques, la classe politique au niveau de la Guinée. Sincèrement, que les uns et les autres s'accordent pour que... On a besoin de la classe politique, quoi qu'on le dise. Et encore, ce n'est pas des moindres, c'est les grands partis politiques. Le parti d'une personnalité comme Cellou dans le dialogue, on ne peut pas faire un dialogue en Guinée sans ce parti-là. Et puis l'ancien parti est au pouvoir, c'est un parti incontournable aussi, qui a beaucoup de militants, beaucoup de cadres. On ne peut pas faire un dialogue en Guinée sans ce parti-là. Et ils ont posé aussi des préalables, surtout la libération de leurs cadres détenus, et eux-mêmes ils classent ça, ils qualifient ça d'arbitraire. Donc il faut que vraiment qu'on réfléchisse à ce dialogue-là, à comment organiser bien ce dialogue pour que la Guinée puisse se mettre sur les rails de la démocratie. Alors, Achraf Sama, est-ce que ce qui pose problème aujourd'hui à l'opposition guinéenne, parce que les préalables posés par l'opposition, c'est la libération de tous les détenus politiques, c'est la publication de la liste nominative des membres, ils disent de la junte, etc. Est-ce que c'est le non-respect de ces préalables ou bien c'est une lecture du manque de sincérité des autorités de la transition? Non, moi je crois que à la lumière de tous ces motifs que vous venez de citer, il faut quand même retenir que dans un rapport conflictuel de cette nature, c'est que chacun a son agenda. Il faut remarquer que tous les partis politiques, ou la junte également, tous ces acteurs-là ont des agendas cachés, mais aujourd'hui il faut trouver un consensus. Il faut trouver un consensus. C'est qu'il faut savoir toutes les conditions posées aujourd'hui par les partis d'opposition sont pour moi objectivement établis, mais c'est que moi j'émets des réserves. Parce qu'il faut faire la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions qu'on peut qualifier de nature politique. Parce que si aujourd'hui il faut exiger la libération immédiate des hommes politiques ou des militants de toutes ces parties-là emprisonnés, il faut se poser la question si ces infractions-là sont des infractions de droit commun, des infractions politiques. Et il appartient à la justice guinéenne de qualifier des faits et de tirer les conséquences juridiques qui en découlent. Oui, en fait, que cette justice-là soit indépendante. Je ne tire pas des conclusions définitives sur la justice guinéenne en disant qu'elle est indépendante. Je dis tout simplement qu'il y a une justice et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la junte aujourd'hui de demander à la justice la libération immédiate de tous ces gens-là. Donc tous ces paramètres-là entrent en jeu. Bon. Maintenant, parlant de la sincérité de la junte, puisqu'ils sont les initiateurs de cette tractation-là, il faut se poser la question si le dialogue aujourd'hui est sincère. Mais dans tous les cas, lorsqu'on se retrouve dans des situations de cette nature, il faut participer au dialogue. C'est vrai, les rapports de force peuvent être inégalitaires, parce que la junte dispose aujourd'hui des prérogatives extrêmement exorbitantes, parce que c'est eux qui expédient les affaires courantes. Mais il faut essayer de mettre de l'eau dans leur vin, comme on le dit trivialement. Donc il faut participer au débat, il faut essayer d'établir l'équilibre. S'il y a des objections à faire des objections sur les recommandations ou la feuille de route déroulée. Parce qu'aujourd'hui, l'agenda, il est très clair. La rencontre a quelle finalité? La rencontre a pour finalité déjà d'établir les bases pour le retour de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire le retour des civils, anticiper l'organisation des élections et élaborer également une nouvelle constitution, s'il faut l'adopter par voie référendaire. Donc tous ces paramètres-là entrent en jeu. Si aujourd'hui, puisque ce que réclament les partis d'opposition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Si on veut un retour à l'ordre constitutionnel
à partir du début janvier 2023, il faut participer au débat. Il faut participer au débat pour trouver un consensus fiable et à l'avenir, aujourd'hui, établir les bases d'une Guinée démocratique. Moi, je crois qu'on peut incriminer la junte en disant qu'ils ne font pas quand même assez d'efforts, mais je crois qu'il y a quand même une volonté manifeste de la junte aujourd'hui, parce que, souvenez-vous, il y a eu un bras de fer avec l'espace sous-régional et la feuille de route de la transition aujourd'hui a été déroulée. Ils n'ont pas fait preuve de mauvaise foi. Ils sont en train d'observer aujourd'hui cette période de transition. Là, on ne peut que se remercier. On peut également établir un parallèle avec le procès des massacres de 2009, où il y a une convention avec la Cour pénale internationale, avec le principe de complémentarité qui veut tout simplement que c'est en cas de défaillance des États nationaux, lorsqu'ils sont incapables de juger, et qu'on peut faire à la Cour pénale internationale. Donc tous ces principes-là aujourd'hui sont établis. Je crois qu'il y a quand même une volonté manifeste de la junte d'organiser des élections le plus vite possible pour le retour à l'ordre constitutionnel, parce que ce sont les exigences de la CEDEAO, et je crois que jusqu'à preuve du contraire, la Guinée fait partie de la CEDEAO. Donc c'est très important de participer au débat pour trouver un accord le plus vite possible. Est-ce qu'au niveau de l'opposition guinéenne, il n'y a pas aussi une crainte? Rappelez-vous que le Tchad a organisé également un dialogue. Finalement, il n'a été qu'une occasion pour légitimer un pouvoir militaire qui, contre les principes qui étaient acquis à son arrivée au pouvoir, peut aujourd'hui, à la fin de la transition, rempiler. Est-ce que tout cela n'est pas aussi de nature à ne pas rassurer l'opposition guinéenne? Oui, bien sûr, vous avez raison. Tout ceci, c'est de nature à ne pas rassurer l'opposition guinéenne. Et au début même du dialogue tchadien, vous vous souvenez que les opposants tchadiens ont posé le même problème, les mêmes préalables que par rapport à la participation même du dialogue, et même au niveau du présidium du dialogue, que c'était quand même inéquitable. Les forces étaient inéquitables au niveau du dialogue. Donc, au fait, et à la fin, ils ont eu raison, l'opposition a eu raison, parce que même l'Union africaine était opposée à une candidature du général, du président de la transition. Il avait promis au début qu'il n'allait pas se présenter à ces élections. Finalement, c'est un dialogue qui confirme maintenant sa participation à cette élection. Donc, vous voyez que ça ne rassure pas. Au fait, quand on revient au niveau de la Guinée, une transition normalement, politiquement, devait se concentrer sur les élections. Comment organiser les élections crédibles, transparentes, inclusives, pour que chacun puisse poser les gages d'une élection crédible, transparente et acceptée par tous, pour que les dirigeants qui seront choisis par le peuple puissent quand même continuer le travail, juger les gens, poser certains actes légitimes. Parce que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir légitime. Oui. C'est pas un pouvoir légal. La Guinée est une démocratie. La Guinée s'est choisi ses dirigeants, son président de la République. Même si c'est contesté, c'est la démocratie. Maintenant que le coup d'État est contre la démocratie, la constitution de la Guinée, ce n'est pas nous qui l'avons voté, ce n'est pas, mais la constitution de la Guinée interdit les coups d'État. Lorsqu'on vient au pouvoir par coup d'État, on a promis de rétablir, parce qu'il y avait des situations qui n'étaient pas du tout bonnes au niveau de la Guinée. On est venu pour rétablir ça. Donc, rétablir ça, revenir à l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? Organiser des élections crédibles et installer des dirigeants issus du choix du peuple. Donc actuellement, lorsqu'on vient s'installer au pouvoir et qu'on fait un an sans parler même des élections, et après on organise des dialogues, alors qu'au début on avait dit pas de chasse aux sorciers, et quelques mois après on emprisonne des gens. Moi je suis d'accord avec mon frère, lorsqu'il y a des gens qui commettent des délits, surtout de droit commun, mais quelle que soit la justice en place, qu'elle soit entre guillemets inféodée aux dirigeants ou pas, les gens doivent être jugés. Mais lorsqu'on fait entorse à cette justice-là, ça ne rassure pas. Et j'en ai pour preuve la démolition de la maison de Cellou Dalein Diallo. Lorsqu'il y avait la procédure qui était lancée, Cellou Dalein Diallo s'est adressé justement à cette justice-là
cette justice ne s'est pas encore prononcée, voilà qu'on envoie des gens pour aller démolir sa maison. Donc ça ne rassure pas. Est-ce que c'est la justice qui a ordonné à ce qu'on démolisse la maison de Cellou Dalein Diallo? Je dis non, parce que Cellou Dalein Diallo a déposé une plainte au niveau de la justice pour laisser la justice se prononcer sur cette procédure. Donc vous voyez que, quel que soit le cas, lorsqu'on la justice pose un acte et que, contrairement à l'acte de la justice, on pose un autre acte qui ne rassure pas, vraiment ça pose problème. Donc au niveau du dialogue, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas bon de boycotter le dialogue. Quelle que soit la situation, il faut aller quand même dire ce qu'on a au niveau du dialogue, même si on ne sera pas écouté, il faut aller dire ça. Mais la crainte, nous sommes en politique, la crainte des politiques, c'est que le simple fait de participer à ce dialogue, peut-être que tout ce qui sera décidé là-bas, on va le mettre aussi au crédit de ceux qui ont participé à ce dialogue-là. C'est pourquoi la politique est différente des autres domaines. Et lorsqu'on veut faire la politique, on sait faire des calculs. Et on le dit, chaque parti et la junte et les partis politiques qui boudent le dialogue ont aussi leur agenda. Mais c'est légitime pour tout le monde. Mais la junte n'est pas un parti politique. Il est venu pour réparer quelque chose. Et les élections, la gestion du pays appartient aux politiques, à la société civile et non aux militaires. Parce que les militaires, c'est dit dans les constitutions, aucun militaire ne peut accéder à la magistrature suprême, à moins qu'il remplisse certaines conditions, qu'il démissionne 1 an ou 6 mois après, selon les constitutions, avant les élections. Donc là où ils sont, ils ne sont pas légitimes, ils ne devraient pas être là-bas. Donc maintenant, il faut poser des actes sincères pour amener ceux qui sont à même, ceux qui seront choisis par le peuple, de diriger la Guinée, de venir s'installer et de manière démocratique par des élections. Et après, ils vont continuer le travail légitime que le peuple leur a assigné. D'accord. Alors ici, on comprend aussi que la participation, que ce soit de l'opposition, en tout cas de la classe politique guinéenne, est un enjeu fondamental pour les autorités de la transition, notamment, d'autant plus que la primature, par exemple, a désigné 3 femmes pour aller convaincre les partis politiques de venir à la table des discussions. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, sans les ténors, ce dialogue qui s'est ouvert, sans les ténors de l'opposition, bien sûr, est-ce qu'il a un sens? Oui, il mais n'est pas inclusif finalement. Oui, il n'est pas inclusif, mais je crois que la marge de manœuvre de la junte aussi est extrêmement limitée. Parce que aujourd'hui, si vous avez les forces vives, c'est-à-dire les partis politiques les plus représentatifs de la Guinée, décident de boycotter le dialogue, donc je crois que d'avance on peut parler d'un dialogue qui n'est pas inclusif et qui ne prend pas en compte un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que aujourd'hui, la junte n'a aucun pouvoir de contraindre les partis politiques de participer au dialogue. C'est ce qu'il faut savoir. On ne peut pas exercer une contrainte sur un parti politique de participer au dialogue. Donc, à partir de là, on prend acte du refus de ces partis politiques-là, et on avance. Bon, maintenant, on peut qualifier des micro-partis, des partis qui ont accepté aujourd'hui de participer au dialogue, mais moi, je crois qu'ils ont parfaitement raison, parce que c'est l'avenir quand même de la Guinée qui se dessine dans les prochains jours. Oui, mais le caractère inclusif, oui, c'est ça aussi qui est en jeu. Oui, parce que cette opposition, vous savez que un opposant comme Cellou Dalein Diallo ou tous les autres opposants en Guinée, même l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, représente une grande majorité guinéenne. Oui, non, effectivement, c'est ce que je dis. Mais lorsque vous avez de venir à un dialogue, vous venez avec vos propres recommandations. Et moi, je crois qu'en Afrique, souvent, les partis d'opposition, presque parce que ce sont des situations qu'on retrouve dans d'autres pays, on revient. Les recommandations ne sont pas des injonctions. En droit, les recommandations sont dénuées de force obligatoire. Donc, vous venez, vous faites vos recommandations. Il appartient maintenant à toutes les parties de trouver le consensus sur le juste milieu. Vous ne pouvez pas venir au dialogue avec des a priori ou avec une volonté d'imposer votre point de vue. Non, ça ne marche pas comme ça nulle part. Du pouvoir aussi. Oui, nulle part. Ça ne marche pas comme ça nulle part ailleurs. On vient avec
vos propres recommandations et on trouve un juste milieu. Bon, c'est ce que moi je recommande quand même aux partis d'opposition qui sont quand même représentatifs. Quand vous prenez le RPG, le FNDC et tout, ce sont des partis quand même qui pèsent. Donc, c'est contre-productif aujourd'hui le refus. C'est contre-productif. Bon, maintenant on peut parler de l'inclusif. Vous voyez, certes, aujourd'hui le schéma tel qu'il existe aujourd'hui ne donne pas quand même des garanties à tous ces partis-là de participer. Donc je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est qu'avec votre présence, vous pouvez quand même peser sur le dialogue. C'est ce que les gens oublient. Avec votre dialogue, vous pouvez, même au cours même du dialogue, trouver des alliés. Parce que les gens trouvent vos recommandations pertinentes, parce qu'ils trouvent que cela participe à la consolidation de la démocratie guinéenne. Mais si vous ne participez pas, vos recommandations resteront lettres mortes. Et vous ne pouvez pas les proposer. On peut toujours, comme je l'ai dit, incriminer la junte. Oui, la junte aujourd'hui, c'est l'exécutif. Et il appartient à la justice de faire la lumière sur un certain nombre de choses. Je ne crois pas que l'ordre vient directement des autorités militaires guinéennes d'aller saccager la maison de Cellou Dalein Diallo. Vous savez très bien qu'il y a des militants des partis politiques qu'on juge incontrôlés et qui prennent comme ça des initiatives solitaires d'aller saccager oui, mais là, la maison était complètement démolie. Oui, ce sont les autorités qui l'ont fait. Ce sont effectivement. Quand le monsieur a esté en justice, on attend normalement la décision de justice. Oui, ça attend. Là, vous êtes en train... C'est là où les gens ont l'impression que les militaires au pouvoir prennent un peu... Non, mais Enfin, de toutes les institutions. Effectivement, vous pouvez parler de la probabilité, de la culpabilité des autorités maliennes. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a une présomption d'innocence. Vous parlez, oui, certes, il peut y avoir des éléments tangibles qui peuvent engager la responsabilité des autorités maliennes, c'est-à-dire que l'ordre vient d'eux, je passe. Mais jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité jusqu'alors n'est pas établie. Donc, par mesure préventive, je crois qu'il faut éviter de tirer des conclusions définitives. Il appartient à la justice guinéenne aujourd'hui de dire que telle personne est responsable dans ces actes-là, que je condamne fermement, parce que dans un pays, ces actes-là sont totalement inadmissibles et ce sont des actes répréhensibles par la loi. Donc j'appelle tout simplement à la justice guinéenne de ne pas faire preuve de lenteur pour des situations de cette nature. Il faut être prompt, il faut situer les responsabilités si on veut avoir un consensus ou un dialogue beaucoup plus fructueux à l'avenir. Alors, monsieur, vous aurez la parole tout de suite. Le temps pour moi d'introduire notre troisième invité qui nous a rejoint, bon enfant Agbovi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes analyste politique, vous êtes également professeur. Oui, bien sûr. Je salue mes compatriotes co-débatteurs. Un coucou gentil à toute la population togolaise. Je n'oublie pas ma famille. Dagotime Batoumé. Oui, d'abord je voudrais dire que les autorités guinéennes n'ont pas démenti l'acte qui a été posé quand on les accusait que c'est eux qui avaient démoli. Ils n'ont pas démenti. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsqu'on parle de politique, il faut poser des actes politiques qui rassurent. Je prends l'exemple du Togo. Quand on avait organisé plusieurs dialogues, mais en 2007, avec l'APG et l'accord politique global, on a réussi à faire asseoir tout le monde. Donc ça veut dire que c'est à partir de cet accord-là que nous pouvons dire que les dialogues qu'on avait eu avant, où certains partis ont boycotté, il y avait en cours de certains dialogues, il y avait par exemple l'UFC qui venait, qui disait que les autres partis ne sont pas aussi importants qui allaient venir, et les dialogues capotaient. Mais en 2006, on a réussi, on a tout fait pour faire asseoir tout le monde. Et tous les Togolais étaient quand même satisfaits de ce dialogue-là. Et après ça, il y a eu quoi? Il y a eu quand même un premier ministre qui a été désigné de l'opposition. C'est à partir de 2006, de cet accord APG, qu'il y a eu des élections législatives de 2007 qui ont été quand même acceptées par tout le monde. Et c'est ça qui a fait rentrer même le parti d'opposition, le plus grand parti d'opposition à l'Assemblée nationale, avec 35 ou 33 députés en ce moment. C'est pourquoi nous disons que lorsque l'opposition aussi pose des préalables pour un dialogue, on ne dit pas qu'il faut accepter tout ce qu'on dit. Au moins, il faut que la jeune pose des actes qui rassurent au moins cette opposition-là qui n'avait pas dit que non, on ne voulait pas ce dialogue, on ne veut pas de ce dialogue-là, mais on dit qu'il faut poser certains actes qui nous rassurent.
libérer un peu, libérer les prisonniers que même ils jugent en prison par... ça dit que la justice n'avait pas fait son travail pour mettre ces gens-là en prison. Mais il faut que le politique aussi peut le faire, hein. C'est le travail de la justice, mais on a vu au Togo, lorsque les gens ont posé quand même des conditions, des recommandations, les gens sont sortis de prison. Donc ce qu'on veut, c'est que, quel que soit ce qui se passe, la junte aussi, ce n'est pas sa place au pouvoir, on le sait. Les partis d'opposition aussi, ils posent certaines recommandations qui ne seront pas acceptables, mais qu'on prenne le juste milieu, que la junte donne des gages à ce camp-là, qui ne sont pas des moindres. C'est nous, dans le dialogue, son parti a été plusieurs fois, peut-être au pied même du pouvoir en Guinée. Donc, ce que nous souhaitons, les analyses politiques aussi souhaitent, c'est qu'on fasse tout pour faire asseoir tout le monde. Et les recommandations, l'opposition ne pose pas encore ses recommandations. Les recommandations, c'est au dialogue qu'on va poser. Là, il demande à ce qu'on lui donne les gages de la sincérité même de ce dialogue. D'accord. Bon enfant à Govi, je vous pose la dernière question sur le sujet de la Guinée. Le dialogue il s'est ouvert, l'opposition boycott. Alors, vous pensez quoi? Qu'il faut que ce soit le pouvoir qui en premier rassure ou que l'opposition elle-même fasse aussi le pas d'aller à ce dialogue-là pour poser ses conditions? Oui, merci. Vous savez qu'en Afrique, nous avons une histoire qui se répète en ce qui concerne la politique. Et ce n'est pas la première fois que l'opposition boude un dialogue. Et pour revenir à votre question, je vois que c'est des deux camps, parce que c'est un enjeu national et il ne sert à rien de te jeter de pierres dessus au détriment de la population qui souffre. Donc aujourd'hui, la population et l'opposition peut faire le pas, et tout comme la junte. Mais ce qui se passe en Guinée, c'est que la junte, comme mon compatriote l'a dit, ne voudrait pas rassurer l'opposition sur le fait que c'est ce que l'opposition réclame aujourd'hui, qu'il faut poser des pas conséquents pour qu'ils puissent être dans leur peau lorsqu'ils s'asseyent autour d'une table pour discuter de la chose politique et pas ricochet national. Donc aujourd'hui, l'opposition ne doit pas attendre forcément que la junte fasse le pas si tous deux ont un intérêt national et tous deux veulent que la Guinée soit un pays qui sort d'une situation qui n'est pas encore sorti quand même de la situation. Nous sommes et ils sont dans la situation. Il faut que les deux s'asseyent et voir ce qu'ils peuvent faire pour le bonheur de ce pays. D'accord, merci beaucoup. On passe maintenant au second sujet, c'est le Mali. On va évoquer donc ce torchon qui brûle justement entre les autorités maliennes et les autorités françaises. Cela fait plusieurs mois que les relations entre ces deux pays sont en froid. Eh bien, dernière illustration en date, les activités des ONG soutenues par la France qui ont été interdites par la transition malienne. C'était lundi en réaction à la suspension par le gouvernement français de son aide publique au développement à destination de Bamako. C'est un coup de semonce. La transition malienne a annoncé lundi 21 au soir interdire les activités de toutes les organisations non gouvernementales financées et soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Qu'est-ce que les Maliens eux-mêmes pensent de cette décision? On va en écouter quelques-uns dans cette illustration visuelle et sonore. Que ce soit son départ, que ce soit le retrait, que ce soit tout ce qu'il fait comme aide ou bien subvention au Mali, le Mali peut en faire autant. Nous avons des ressources, nous avons l'agriculture, nous avons tout ce que nous avons besoin. Il suffit qu'on se donne la main pour vraiment avoir ce que nous voulons. Seul le gouvernement a la solution. Nous ne sommes que de simples mécaniciens. Qu'ils trouvent la bonne formule vis-à-vis des problèmes. En tout cas, pour bénéficier du soutien de la population, ils doivent être en phase avec les décisions et être honnêtes.
Voilà donc la réaction de quelques Maliens. Ashraf Sama, Oui. je vais commencer à ma question comme si, Oui. ce qu'on appelle aide publique au développement, que souvent les États occidentaux octroient, Oui. pays français, aujourd'hui personne n'est plus dû. Est-ce que c'est une aide ou bien c'est une esclavage public au sous-développement? Non, mais tout dépend. Moi, je crois que votre question quand même est assez pertinente. Mais oui, l'aide publique au développement ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez très bien que le monde est structuré. Il y a des qualifications, hein. On parle des pays sous-développés ou des pays en voie de développement, on parle des pays... Pour être gentil. Voilà, pour être très gentil. Et des pays... Très engagé. Effectivement, et des pays développés. Moi, je crois que pendant longtemps, les pays en voie de développement, des pays sous-développés, ont joué le jeu de l'aide publique au développement. Vous savez très bien que pendant longtemps, les pays africains ont toujours bénéficié. Je ne crois pas que je ne sais pas si cette expression-là est convenable. Bénéficier de l'aide publique au développement. Voilà, cela participe à l'infantilisation de nos pays. Et pourquoi je le dis qu'ils ont joué le jeu? Parce que, vous savez, lorsque les États africains, en fin d'année, réfléchissent sur la loi de finances, est-ce que vous savez très bien que les pays, dans les pays sous-développés, les gens comptent sur l'aide publique au développement? Ils incluent. C'est que s'ils incluent, ce qui veut dire ils croient à l'utilité de l'aide publique au développement. Donc on ne peut pas incriminer aujourd'hui les pays occidentaux d'avoir institué de venir en aide les pays développés si les pays sous-développés eux-mêmes jouent le jeu. Donc la question que vous me posez aussi pose une autre question, c'est-à-dire est-ce que l'Afrique a besoin de l'aide publique au développement? Donc moi je crois qu'aujourd'hui, dans le cas d'espèce, je vais parler du Mali. Aujourd'hui, le Mali est dans la dictature de l'urgence. Pourquoi je dis la dictature de l'urgence? C'est-à-dire que tout est prioritaire aujourd'hui au Mali. Il y a des contraintes budgétaires, il y a des projets de développement. L'État est en déliquescence avancée. Vous avez des forces de l'ordre qui ont besoin du matériel pour combattre les forces du mal. Donc, forcément, pour moi, objectivement, je sais très bien que les gens ne partagent pas mon idée, que mon opinion est extrêmement marginale, mais je crois que le Mali aujourd'hui a besoin de l'aide publique au développement. Quand vous prenez par exemple les témoignages qu'on vient d'avoir, vous avez des Maliens qui disent ouais, on a des ressources et tout, mais on a des ressources à transformer. Quelle est la part de l'industrie malienne aujourd'hui dans le PIB? C'est totalement inexistant. Donc ce qui veut dire que les ressources existent aujourd'hui, mais ils ne sont pas capables de le transformer. Et donc du coup, on a besoin de l'apport extérieur pour pouvoir survivre. Il y a une désertification des services publics aujourd'hui au Mali. Il y a des rapports des ONG, il n'y a pas de services publics de proximité. Vous avez la décentralisation aujourd'hui qui a du mal. C'est pour cette raison que pour moi, je l'ai toujours dit, l'État malien postcolonial doit être repensé. Quand vous prenez par exemple un État extrêmement vaste, même si le désert occupe une bonne partie du pays, on ne peut pas maintenir aujourd'hui au Mali l'État unitaire. Pour moi, c'est une forme d'organisation administrative qui est totalement désuète. Aujourd'hui, pour un territoire extrêmement vaste comme le Mali, et comme le territoire malien, autant pour moi, il faut réfléchir peut-être à l'État fédéral. Une forme d'État beaucoup plus adaptée, où on donnera beaucoup plus d'autonomie aux États. Si c'était là. Donc il faut une réforme constitutionnelle parce que pour moi il y a une désuétude aujourd'hui de l'État unitaire malien, d'où les problèmes des contraintes budgétaires. Donc pour revenir à la question principale, je crois que pour moi la riposte aux sanctions infligées par la France au Mali pour moi ne sont pas adaptées. Ils auraient beaucoup plus trouver d'autres alternatives qu'aujourd'hui d'interdire ou d'émettre des injonctions à tous ces ONG-là qui bénéficient du soutien français. La France, c'est elle qui a décidé donc de suspendre son aide publique au développement parce qu'elle sait qu'en le faisant aussi, elle porte un coup dur aux autorités françaises, aux autorités maliennes. Est-ce que, en finalement refusant aussi que les ONG soient soutenues, le Mali n'est-il pas en train d'exprimer aussi aujourd'hui juste une forme d'autonomie? Un refus des... Oui, une forme d'autonomie, une autonomie à revoir, parce que, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, vous savez, les pays africains ont un problème pratiquement commun, et c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, quand même avant de revenir à ta question, nous ne pouvons pas refuser totalement certaines aides
pour le développement parce que nous n'avons absolument rien. Certains pays africains n'ont pas atteint un niveau de développement naturel. Donc, alors que nous avons des ressources qui pourraient nous permettre de nous évader dans cette situation et des ressources que nous n'avons pas pu saisir et qui font venir des partenariats des partenariats qui nous permettent quand même, sous différentes formes, d'esquisser des développements dans nos pays respectifs. Ce n'est pas seulement que le Mali. Tous les pays africains souffrent de cela. Même les Européens font des aides au développement aux pays maghrébins qui ont des PIB plus élevés que nous en Afrique subsaharienne ici. Donc ça veut dire que, comme Achraf l'a dit, ce n'est pas maintenant qu'on a institué l'aide au développement, c'est depuis, mais c'est en nous, en Afrique aujourd'hui, compte tenu des situations, pour voir quel type d'aide nous pouvons avoir de ces pays occidentaux. Et à votre question. Je veux aussi rappeler que la France n'est pas le seul pays qui aide le Mali, si on veut rester dans la logique d'aide publique au développement. Pourquoi quand le Mali dit, bon, l'aide française, je n'en veux plus, pourquoi ça choque? Non, ça choque. D'autres pays qui aident. Non, vous savez que la France a une histoire particulière avec... D'ailleurs, la France est une métropole et le Mali... ce paternalisme que les gens sont en train de refaire. C'est ça qui a vieilli, c'est ça qui a tellement vieilli et c'est ça qui devient maintenant un enjeu. C'est-à-dire que le Mali veut sortir de cet enjeu et ne sachant pas comment sortir, ça devient maintenant une forme de guerre entre la métropole et le colonisé. Donc, je voudrais dire que le Mali est en train de se battre et de se débattre. Mais aujourd'hui, refuser l'aide au développement totalement dans le pays africain, ça choquerait. Maintenant, à votre question, moi, ça ne me paraît pas éthique qu'il y ait encore ce problème entre la France et le Mali. C'est que la chose a commencé depuis que la junte a pris le pouvoir et vous voyez que les déclarations d'Assimi Goïta envers les institutions françaises sont tellement pointues que aujourd'hui on ne sait pas où passer pour trouver un consensus. C'est-à-dire qu'entre les deux pays, et je parie que ce serait très difficile que les relations de coopération saines reviennent encore entre Bamako et Paris. Mais ce que nous devons savoir, je ne suis pas choqué du fait que ces choses-là se passent aujourd'hui. L'autre interdit, l'autre devrait être étranger. Je ne suis pas choqué parce que après ça, d'autres choses aussi viendront parce que c'est la coopération. Et comme la coopération est dégradée partout, tout le monde cherche à faire du mal. Alors, sachant la France sait bien que lorsqu'on cesse d'apporter l'aide au développement au Mali, c'est un coup dur pour le Mali parce que la France sait que le Mali n'est pas prêt pour se développer soi-même puisqu'il a des ressources, mais ne sachant pas les utiliser, il a toujours besoin de l'aide, de n'importe quelle forme. L'aide peut être de n'importe quelle forme. Vous voyez. Donc la France, le Mali plutôt, a toujours besoin de cette aide-là pour pouvoir se développer. Se développer comment? Parce que ça fait quand même plusieurs décennies que ces aides sont octroyées. Si ça développait... Non, le problème c'est que vous posez une question pertinente. Oui. L'aide arrive maintenant pour quelle fin? C'est ça le problème aussi. L'aide arrive pour quelque chose. Quand vous voyez, quand on signe des protocoles pour avoir vous allez voir que on vous précise ce que l'aide en principe devrait, le problème que l'aide devrait en principe résoudre. Mais est-ce que à l'interne, est-ce que nous utilisons ces aides-là pour résoudre vraiment ce problème? C'est ça qui crée le décalage entre l'aide que nous recevons et l'aide publique au développement n'a pas pour finalité de développer des pays africains. C'est de venir en appui. Il nous appartient d'élaborer des politiques publiques. Développement et puis voilà. Comprendre. Voilà, de l'aide. Alors, au soleil, ici, on a deux situations. La France, d'un côté, qui dit j'arrête mon aide publique au développement, c'est-à-dire l'aide directe. Mais je continue de soutenir les ONG. Le Mali dit je ne veux plus de ça. Et n'oubliez pas, le Mali, entre-temps, dit j'accuse la France d'alimenter le terrorisme, de financer le terrorisme, de soutenir des groupes terroristes. Par quels moyens, on ne sait pas. Alors finalement, vous donnez la raison et le tort à qui entre les deux acteurs? Non, au fait, il faut d'abord situer le contexte de l'aide publique au développement. Ça, c'est institué sur le plan mondial.
ce n'est pas que c'est la France qui Mais a... c'est dans un seul sens. Hein. Non, Est-ce que oui, le bien sûr, est-ce que le Mali apporte son aide publique au développement? Oui, mais le Mali n'est pas capable de le faire. Le Mali donne autre chose. Le Mali donne autre chose. À des pays qui ont toutes les richesses, qui sont tellement pauvres C'est qu'ils un ne peuvent truc qui pas a aider. été institué au niveau mondial. L'exemple aussi, c'est au niveau de la COP. Oui, sur le changement climatique. Les pays développés ont causé de tort aux pays sous-développés par la pollution. Donc, ils doivent compenser ça. Encore que En quelque sorte, il faut l'expliquer aux gens. L'argent qu'on dit, c'est pas de l'argent qu'on donne. Bien C'est sûr. des prêts. Donc, je C'est voudrais des prêts expliquer, souvent je qu'on voudrais donne, faire... qui sont des pièges aussi. Bien sûr, bien sûr. Bon, je ne peux pas dire qu'ils sont des pièges, mais je voulais parler du contexte. Le contexte de l'aide publique au développement, je disais que c'est institué sur le plan mondial. C'est en quelque sorte quelque chose qui est institué pour dire que les pays développés, et les pays dits de développer d'abord, Ont une responsabilité. une responsabilité par rapport à Au pays mort. les pays développement. avoir du développement. Quand je fais le parallèle avec la pollution, ça veut dire que c'est la même chose exactement, parce que les pays développés ont une responsabilité par rapport à la situation au niveau des pays sous-développés, parce que c'est eux qui ont pollué plus. Donc ils doivent compenser. C'est encore que l'aide publique au développement, c'est en quelque sorte ceci là et cela. Ça répond à la logique. Voilà. Donc maintenant, l'aide publique au développement est devenue une culture parce que ça a été institué sur le plan mondial. Donc chaque pays est tenu de le faire entre guillemets. D'être aidé. Non, Les pays surtout ceux qui sont développés sont tenus de faire. Voilà. Ce n'est pas la France seule, les pays européens le font. Et surtout, ce ne sont pas les pays africains seuls qui bénéficient de cette aide. Même les pays européens bénéficient de cette aide publique au développement. Mais quand on va dans les conditions, c'est pas les mêmes aussi. Hein. Oui, Moi, je parle du contexte. Le contexte général. Donc, maintenant, il faut placer même l'aide publique au développement dans son contexte. Que les gens ne croient pas que c'est les pays africains seuls qui bénéficient. Même des pays européens bénéficient de cette aide publique au développement. Donc maintenant, au niveau des pays développés et l'Afrique, la relation avec l'Afrique. D'abord, on nous accuse, et peut-être à tort ou à raison, qu'on utilise mal cette aide publique au développement. Il nous appartient d'analyser cette situation et de voir si c'est vrai ou faux. C'est un pays africain. Maintenant, est-ce que le Mali a besoin de cette aide-là? Oui. La France aussi a besoin. Lorsqu'on fait, mon frère vient de parler de la loi de finances. Dans toute loi de finances des pays au monde, on inclut les déficits. Par exemple, quand on parle de déficit, certains pays aident les autres. L'Union européenne assiste ces pays, les pays membres de l'Union européenne. Donc, on peut dire que c'est un ensemble. Maintenant, l'aide publique au développement, on a besoin de ça. Ce n'est pas de l'aumône. Non, c'est un droit en quelque sorte. C'est un droit en quelque sorte. Quand on dit maintenant que le monde c'est tout un village et tout le monde, les pays dépendent les uns des autres. Mais l'aide publique au développement, et je reviens maintenant sur le contexte Mali et France. Ça dépend. Ça a commencé par la dégradation de la diplomatie même au niveau entre le Mali et la France. Le Mali qui accuse la France, vous venez de le dire, de soutenir les terroristes. Alors que la France est arrivée au Mali pour combattre justement ces terroristes-là. Le monde entier est en train d'observer. On a demandé au Mali les preuves de cette allégation du soutien de la France. On a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Et non, parce qu'ils ne sont pas habilités à le faire. On attend de voir. Mais aussi, lorsqu'on est un analyste politique, la France qui vient combattre, qui vient perdre même ses fils et filles au niveau du Mali, je crois que ça fait 70 ou 70. 59, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, qui au même moment dit que c'est elle qui soutient ces terroristes-là, on ne dit pas que c'est vrai ou faux, mais quand même ça donne à réfléchir. Et tout ce que la France a investi, on dit 1 milliard par jour. En tout cas 2 millions d'euros par jour. Par jour. Donc ça fait 1 milliard de francs CFA par jour pendant 9 ans.
Et on dit que c'est cette France-là qui soutient encore ces terroristes-là. Donc ça laisse à réfléchir. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. On est en train d'analyser. Maintenant que le pays je dis, par exemple, quand on prend la France, l'aide là est devenue même comme une culture. Il y a même des Français, des partis politiques français qui soutiennent ça. Il y a même, il arrive un temps où dans les pays occidentaux, il y a certains partis politiques, surtout de la droite, qui demandent à ce que on revoie ces aides-là. Alors que quand il s'agit des socialistes, par exemple, ils demandent à ce qu'on augmente même ces aides. Donc ce qui arrive là, ce n'est pas un truc, ce n'est pas de l'aumône, mais c'est la situation politique qui amène la France à dire que si vous nous accusez de nous qui participons, entre guillemets, au développement de votre pays, pour un moment vous nous accusez de la destruction même de votre pays, donc autant qu'on se soit là. Mais maintenant je veux finir en disant que c'est un mauvais acte de la part de la jeune au Mali de poser un acte de riposte en demandant la suspension des activités des ONG. Ça n'a rien à voir voir avec la pratique. Alors ici, rapidement, en une minute, parce qu'on reviendra bien sûr sur le sujet en deuxième partie, puisqu'on est dans le contexte de l'aide. Lorsque vous m'aidez, je suis en droit de poser aussi mes conditions pour recevoir votre aide. Oui, vous êtes en droit de... C'est une décision souveraine aujourd'hui de demander aux ONG français de ne plus mener leurs activités sur le sol malien. C'est une décision souveraine que moi je respecte, mais il faut prendre des résolutions étatiques à la lumière de votre contexte économique et j'en passe. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a les moyens de s'en passer de l'aide publique au développement? Ils ont les moyens de poser leurs conditions. Mais pour moi, c'est contre-productif. Parce qu'ils ont besoin de cette aide publique au développement. Oui, c'est suite à la détérioration des relations diplomatiques entre la France et le Mali qu'on retrouve ces décisions-là. Parce que accuser un pays de financer le terrorisme sur votre sol l'amène aussi à prendre certaines résolutions fermes. D'où la rupture ou la cessation de cette aide au public au développement. Vous venez tout. Je crois qu'il y a un rectificatif. Je veux juste vous demander quelques minutes, le temps pour nous d'annoncer la pause pour suivre le journal. Il va durer 10 minutes et on revient continuer ce débat.